Bonjour à toutes et à tous. Avec mes collègues Jean-Marc Thévenin et Franck Anjalric du CIRAD, je suis heureuse de vous accueillir pour ce deuxième webinaire organisé par l'Animation nationale et Interdom des RITA. Donc pour ceux qui ne savent pas forcément ce que sont les RITA, ce sont les réseaux d'innovation et de transfert agricole dans les Outre-mer. Ils sont présents dans chacun des départements d'Outre-mer et également dans les pays et territoires d'Outre-mer, donc principalement dans le Pacifique. Donc, ce cycle de webinaires, il est organisé dans le cadre du projet Transagridom qui est financé par le ministère en charge de l'Agriculture et par l'Europe. Le webinaire d'aujourd'hui va s'intéresser aux plantes de service en canne à sucre et plus spécifiquement sur la gestion de l'enherbement et la maîtrise de la fertilité des sols. Il va se dérouler en 2 temps. Dans un premier temps, vous allez avoir 4 présentations qui vont se succéder. Donc, le premier intervenant sera Mathias Christina, qui est chercheur en écophysiologie des plantes au CIRAD à La Réunion. Ensuite, Freddy Grossard, responsable de la protection des plantes au CTCS de Guadeloupe. Donc, on espère que Freddy arrivera à se connecter. Il a des petits soucis de connexion pour nous rejoindre. On croise les doigts. Julien Chetty, ingénieur en expérimentation agricole à ERCAN à La Réunion. Et enfin, Martin Darche, qui est responsable du domaine agricole de la distillerie de Bologne. Donc, nous vous invitons pendant les présentations à poser des questions sur le chat qui est modéré. Et les questions, elles seront ensuite posées par l'équipe d'animation, donc par Jean-Marc Thévenin et Franck Anjalric, qui sont en back-office, lors de la deuxième partie du webinaire. Donc, sans plus attendre, je vais passer la main à Mathias Christina. Bonjour à tous, désolé, juste le temps d'activer le partage d'écran. Alors aujourd'hui, en fait, on va surtout vous parler de gestion de l'enherbement pour être exact, plus dans les questions qu'on pourra discuter de fertilité des sols. Alors d'abord, je vais commencer par un petit peu de contexte. Donc du coup, dans la culture de canne, mais c'est valable pour toutes les cultures, on doit répondre à des nouveaux impératifs sociétaux et notamment, il faut se diriger petit à petit vers une agriculture plus durable, notamment en lien avec les impacts environnementaux. Alors, on peut se demander pourquoi, en fait, s'intéresser à la canne à sucre dans les DOM, puisqu'au final, ça représente moins de 0,1% des surfaces cultivées de canne dans le monde, ce qui est finalement très, très peu. Mais néanmoins, pour les DOM, en termes de surface cultivée, c'est important, puisque c'est entre 30 et 50% des surfaces cultivées, et ça va employer plus de 30 000 personnes au total. Alors, en lien avec les nouvelles réglementations européennes, on doit faire face à des suppressions d'herbicides majeurs, notamment glyphosate et 2,4-D. Et il y a également un plan qui est mis en place, le plan Ecophyto, pour réduire de 50% l'usage des produits phytopharmaceutiques d'ici 2025. Également, une nouvelle demande qui apparaît chez les consommateurs, c'est une demande d'aller vers plus de filières bio. Donc, c'est aussi un challenge auquel la filière canne doit répondre. Et par exemple, en Guadeloupe, il y a un objectif d'atteindre 10% des surfaces en canne bio d'ici 2025. Donc dans ce cas-là, les pratiques agroécologiques, ça peut aider à participer à l'amélioration de gestion de l'environnement et d'aller vers une agriculture plus durable. Alors, quelques principes introductifs sur l'agroécologie en canne. Donc il y a un peu 3 piliers qui sont la réduction des pesticides, l'augmentation de la biodiversité et l'augmentation de la fertilité des sols et de protection contre l'érosion. Donc, c'est un peu les 3 piliers qu'il faut atteindre en canne à sucre. Donc, quelques exemples juste pour vous représenter. Par exemple, aujourd'hui, en termes de réduction des pesticides, on est déjà bien avancé, notamment, par exemple, en utilisant des plantes pièges contre le foreur de tige comme l'Erianthus ou en développant des nouvelles variétés qui vont être résistantes aux maladies. En termes d'amélioration de la fertilité, il y a des possibilités d'utiliser les fertilisants organiques, par exemple, notamment tout ce qui est les résidus d'élevage ou alors même les boues des stations d'épuration. Ça nécessite aussi d'évaluer leur impact sur le long terme. Également, en termes d'amélioration de la fertilité et de protection contre l'érosion, il y a des nouveaux outils qui sont développés, notamment en lien avec la gestion du paillis. Donc, c'est par exemple les transplantations de One-Eye pour la plantation ou alors des outils tels l'aérofaneur qui permettent de mélanger la paille. Et les plantes de service, c'est un levier parmi d'autres, mais c'est un levier intéressant parce qu'il va être multifonctionnel. Il permet de répondre un peu aux 3 piliers. Il peut servir à contrôler la croissance des adventices, notamment par exemple en intercalaire de la canne. Il peut également servir à améliorer la fertilité des sols, notamment en utilisant des légumineuses avant plantation ou en intercalaire de la canne. Et il permet aussi d'augmenter la biodiversité à travers son impact sur les réseaux trophiques du sol ou les auxiliaires de culture.
Et enfin, un dernier service, il peut, dans le cas où on met une plante de service qui est récoltable, il peut améliorer le revenu du planteur. Alors, voilà, un premier constat, c'est qu'en fait, il existe aujourd'hui un peu une multitude d'espèces possibles qu'on peut utiliser en termes de plantes de service. Donc, un premier besoin qu'on a, c'est de caractériser les espèces les plus adaptées à chaque contexte pédoclimatique et aussi en fonction des services qu'on attend. Et une fois qu'on a caractérisé ces espèces, il faut les intégrer aux itinéraires techniques en tenant compte des spécificités locales de chaque itinéraire. À La Réunion, du coup, CIRAD, nous, on travaille sur la caractérisation de ces plantes de service. Et je vais vous présenter quelques résultats qu'on a eus. Alors, on travaille essentiellement sur 3 sites, 3 stations expérimentales dans différents contextes de l'île. Donc, on a un site dans le nord de l'île, en basse altitude, et autour de 1200 mm par an qui est irrigué. Un site assez similaire, mais un peu plus chaud, dans le sud de l'île, à bassin plat, où on est autour de 900 mm par an. Et enfin, un site en haute altitude, Colimaçon, où là, c'est en pluvial, puisqu'il y a beaucoup plus de précipitations. Au sein de ces sites, on a testé une petite cinquantaine d'espèces, et si on inclut les variétés, on est autour d'une petite centaine d'espèces et variétés de plantes de service. Et on s'est intéressé à 2 caractéristiques qui nous intéressaient. C'était la capacité de ces plantes à recouvrir le sol sur la durée et la vitesse de fermeture du couvert en début de croissance. Donc là, par exemple, sur cette figure, je vous ai mis un exemple où c'est le genre des espèces qui sont distribuées. On va voir des espèces qui recouvrent très vite le sol et durablement, comme le millet, le niger ou les antaques. Des espèces intermédiaires qui sont également intéressantes, telles les voèmes, les pois sabres blancs, et des espèces qui n'ont pas très bien marché dans notre contexte. Donc on a par exemple la moutarde ou le maïs. Ça, c'était des essais plutôt on va dire, fin d'été. On a aussi, à La Réunion, on a une grande diversité pédoclimatique, donc on a besoin aussi de voir quelles sont les espèces adaptées aux différentes saisons, notamment été-hiver, même si l'hiver n'est pas hyper marqué. Donc on a fait des essais à différentes dates de semis pour essayer d'isoler les espèces plutôt adaptées en été ou plutôt adaptées en hiver. Donc là, par exemple, sur ces résultats, vous voyez, il y a 3 groupes qui se détachent. Le groupe du haut, où ça va être des espèces qui sont vraiment beaucoup plus intéressantes à semer en hiver. Donc un exemple, c'est par exemple la Crotalaria jonesea. Des espèces intermédiaires qui vont être performantes toute l'année, elles, c'est par exemple le niger et le millet, qui, quelle que soit la saison, vont être productives. Et également des espèces beaucoup plus performantes en hiver qu'en été. Donc ça, essentiellement, c'est des espèces tempérées. Et un exemple, c'est par exemple cette fameuse moutarde. Enfin, un dernier travail sur lequel on fait en termes de screening, c'est de voir quelles sont les espèces qui permettent de contrôler la croissance des adventices. Donc pour ça, on a fait une dizaine d'essais sur les 4 dernières années, soit en pur, soit en mélange, où là, vous avez un certain nombre d'espèces et l'efficacité de contrôle des adventices correspondant. Donc vous pouvez voir qu'on retrouve le niger et le millet qui sont des espèces très performantes en termes de contrôle des adventices. On a les espèces type voème, pois sabre, donc les légumineuses, qui vont être intermédiaires, qui arrivent à contrôler les adventices, mais dès que la pression est trop forte, elles ne résistent plus. Et on a par contre des espèces qui ont beaucoup de mal à contrôler les mauvaises herbes, et dans nos essais, ça a été le radis, le stylosanthes ou encore le crotalaria. En termes de mélange, les mélanges qu'on a testés, on voit que globalement, les mélanges marchent aussi bien que les meilleures espèces en pur, et qu'on a beaucoup moins d'échecs qu'en pur. Je vais laisser la parole à Freddy, s'il arrive à se connecter pour la suite pour la Guadeloupe. Alors apparemment, on n'arrive pas à connecter Freddy, donc je propose, donc ça ce sont les aléas du direct, comme on dit d'habitude, donc je propose qu'on passe à la présentation directe de Julien, et on continue à essayer de raccorder Freddy, et on passera un petit peu plus tard, dès qu'on aura réussi. Merci. Ok. Donc, il faut savoir qu'à IACAN, on travaille également sur cette thématique et en étroite collaboration avec le CIRAD. Donc, ouais. Donc je vais faire un petit rappel rapide du contexte à La Réunion. Donc, généralement, il faut savoir qu'à La Réunion, on est sur des surfaces agricoles qui sont difficilement, voire peu mécanisables, car la topographie de l'île fait que les terrains sont pentus et caillouteux. Les surfaces en canne sont replantées sur un cycle en général compris entre 7 et 10 ans. Et la période de coupe correspond au mois de juillet jusqu'au mois de décembre, sur 6 mois de l'année, avec un espacement dans l'interrand de la canne à 1,5 m.
Donc, quand on parle de plantes de service en canne à sucre, on parle de plantes de service en intercalaire de la canne, donc entre les rangs de canne, et l'objectif est vraiment de maîtriser les adventices dans ces interrangs de la canne pour diminuer l'indice de fréquence de traitement qui est l'IFTH. Donc, nos essais sont menés sur différents sites de l'île. Donc, on a par exemple 3 essais sur un site expérimental qui est à la Mare. Donc, c'est une zone irriguée de basse altitude où on teste des conditions de semis différentes, donc en présence ou en absence de paille de canne. On a un essai qui se situe dans le nord-est à Bagatelle, donc chez un planteur, où là, la parcelle est menée, n'est pas irriguée, donc de manière pluviale à 300 mètres d'altitude, avec toujours ces deux conditions de semis. À Saint-Benoît également, qui est un essai qui est mené chez un planteur, avec toujours mené en pluvial à 150 mètres d'altitude. Et un essai dans le sud de l'île, donc cette fois-ci c'est un essai à mi-altitude, donc qui est irrigué, avec un semis qui se fait sans paille, et un essai à Piton-Saint-Leu qui vient d'être mis en place cette année, où là, la parcelle est irriguée et on est plutôt en haute altitude, sur la côte ouest, Piton-Saint-Leu. Donc, à Ayakan, on teste différents plans de service et on s'appuie souvent sur les résultats du CIRAD pour pouvoir les choisir. Donc, on teste du Niger, du pois de sabre, des légumineuses telles que le pois de sabre, le voème, les crotalaires, que sur les crotalaires gincea ou spectabilis. On a aussi des mélanges dits tempérés, donc comme la moutarde d'Abyssinie, le radis. Et il faut savoir qu'on teste aussi des mélanges de plantes de service en interrang, comme par exemple une combinaison de voème niger, voème crotalaire, ou des mélanges de crotalaire, ou même un mélange de radis et de crotalaire. Donc, ce sont des essais qui sont systémiques qu'on mène, donc c'est-à-dire ce sont des essais où on va mettre en place une combinaison d'actions pour pouvoir aller à des taux de réduction de l'IFTH beaucoup plus élevés. Donc, au-dessus on vise les 75%. Donc, on a souvent dans ce type de système-là une gestion chimique et manuelle du rang de canne, donc à dose réduite, et un semis de plan de service qui se fait dans l'interrang à 1 mois après la coupe, ou 1 mois et demi après la coupe, c'est-à-dire 1 mois après le prélevé. Et bien évidemment, ces interrangs de canne sont gérés manuellement. Sur cette diapo, j'ai voulu vous présenter les 2 techniques de semis qu'on a en intercalaire avec les 2 outils. Donc, dans un premier temps, on voit le semoir à disque trancheur de paille qui nous permet de semer en présence de paille. Donc, vous pouvez le voir sur la photo. On a des gros disques qui va permettre de trancher la paille, ouvrir le sillon de canne et le semis est fait de manière automatisée. En fait, on a un boîtier automatique qui permet de régler le débit des graines en fonction de la vitesse du tracteur. Donc, c'est un système qui est relié au satellite. Donc, l'inconvénient de cette méthode, ça demande une certaine technicité à la conduite et à la maîtrise de l'outil. On sème un peu trop profond et c'est une technique qui n'est pas adaptée à l'ensemble des graines ou des espèces qu'on utilise. Il faut quand même faire attention au choix de la trémie qu'on utilise, car on s'est rendu compte une année où on avait pris une trémie un peu plus longue et on avait justement pas du tout maîtrisé la densité de semis. Le deuxième outil qu'on a, c'est un semoir qui est attelé au micro-tracteur, donc qui fait au maximum 1 mètre de large et qui permet d'intervenir entre les rangs de canne. C'est un semoir à la rotofraise. Donc, à l'avant de l'outil, on a des fraises rotatives qui permettent de déséaber, de préparer le lit de semence. Et en haut, le semis qui se fait sur 4 lignes. Et un rouleau pour appuyer les graines. Donc, le gros avantage de cet outil, c'est qu'il permet de faire tout en un, déséaber, semer et réappuyer en un seul passage et qui convient aux petites parcelles. Du fait de la largeur de la machine. Le gros inconvénient de cet outil-là, c'est que le semis doit se faire en absence ou en faible présence de paille. Donc, cela oblige à faire une intervention en plus, ce qui est d'enlever la paille après la récolte. Elle est incompatible avec le semis de grosses graines, comme les graines de pois de sabre. Et on a une vitesse d'avancement, une vitesse de travail qui est relativement lente, car on est de l'ordre de 10-12 heures à l'hectare. De manière générale, sur l'ensemble de nos essais, on a des résultats qui sont corrects et encourageants sur les variétés telles que le pois de sabre et le voème, avec une bonne maîtrise de l'enherbement sur le rang de canne
et une disparition lorsque la canne ferme, ce qui fait une destruction de la plante de service qui est naturelle. Ce sont des espèces qui sont très peu lianescentes et qui n'entravent pas le développement de la canne. Mais le souci qu'on peut avoir, c'est qu'on a souvent des semis mécaniques qui sont aléatoires et qui nous demandent de revenir pour venir faire des remplacements. On a aussi des espèces qui sont soumises au stress hydrique. Donc, on s'est rendu compte que dès qu'on avait une panne d'irrigation ou dès qu'il manquait un peu d'eau, elle se développait très mal et elle n'avait pas l'effet escompté. Et ce sont des espèces qui sont sensibles au traitement chimique. Donc, lorsqu'on traite le rang canne chimiquement, on s'est rendu compte par effet de dérive, les traitements atteignaient ces plantes de service et on avait du coup de la mortalité sur celles-ci. De manière plus globale, sur ce type de système avec plantes de service, donc on arrive à des réductions d'IFTH qui peuvent aller jusqu'à 60%. Ce sont des pratiques agroécologiques comme l'avait énoncé Mathias en introduction. Et on a aussi une possible valorisation de ces plantes de service-là en azote. En termes d'inconvénients, on n'a pour le moment pas identifié de maîtrise, on va dire, de maîtrise alternative sur le rang de canne à part l'arrachage manuel. Les techniques de semis et de techniques de semis-plante de service demandent un temps supplémentaire et un coût supplémentaire pour le planteur et aussi une certaine technicité. Et on s'est rendu compte qu'on a une maîtrise partielle de certains adventices, donc les adventices difficiles tels que les lianes et les fataques, arrivaient à traverser ces plantes de service-là. Vous présenter d'autres travaux qu'on mène parallèlement aux plantes de service en agriculture de la canne. Ce sont des couverts donc, entre deux cycles de canne. Donc, pour faire simple, le contexte, c'est qu'en souvent, lorsqu'il y a une replantation, les replantations se font en période de campagne sucrière. Et le planteur, une fois qu'il a dessouché et travaillé sa parcelle, la parcelle se retrouve nue pendant quelques temps. Donc, elle est soumise au risque d'érosion, au réensemencement de réserve, ou encore à des coûts d'intrants chimiques ou de mécaniques pour pouvoir entretenir et désherber la parcelle régulièrement. Donc, l'idée, c'est de venir mettre une couverture de sol, d'où l'objet des essais qu'on mène. Donc, on a testé plusieurs mélanges avec des mélanges à base de légumineuses en période d'été austral et des mélanges tempérés avec des espèces tempérées donc en hiver. Donc, on a des très bons résultats avec une très bonne maîtrise de l'enherbement et des taux de recouvrement qui sont à 90% de la surface, avec une réduction de l'IFTH qui est totale. Et aussi, on limite grandement les risques d'érosion. L'inconvénient de ces pratiques, donc, comme je l'avais énoncé précédemment, c'est surtout des temps supplémentaires pour le semis, pour la destruction. On a souvent des soucis de disponibilité de semences car on n'a pas de fournisseur local à La Réunion. Et les mêmes questionnements se posent sur la maîtrise des lianes et des fataques. On s'est aussi posé la question sur l'intérêt des couverts en hiver austral. En fait, c'est une période de l'année où il fait froid, il y a un manque d'eau, et le développement des plantes de service comme des adventices n'est pas optimal. Donc, est-ce qu'il est intéressant de mettre en place ces couverts en cette période de l'année-là? C'est tout l'objet de la suite de nos essais pour pouvoir juger de la pertinence de cette technique. Voilà, pour ma part. Du coup, je vais essayer de reprendre les diapos de Freddy. Alors, je vais vous demander d'être un peu tolérant parce que je ne connais pas du tout la Guadeloupe. Je ne connais vraiment pas bien ce qu'ils font. Mais du coup, alors le principe, c'est que donc ils ont des essais multilocaux, comme à La Réunion. Donc, vous voyez là sur cette diapo, notamment, il y a des pluviométries plus importantes que chez nous, mais c'est variable entre 1700 et 2500, voire 4000 mm par an. Ils ont aussi testé un certain nombre de plantes de service sur la base de travaux antérieurs du CIRAD ou de l'IT2. Donc, on retrouve des plantes de service qui sont également testées à La Réunion, donc les stylosanthes, les voèmes ou le poissabre. On voit qu'en termes de contrôle des adventices, par exemple, le voème a très mal marché à la Guadeloupe, alors qu'à La Réunion, ça marchait plutôt bien. Par contre, le poissabre blanc, par exemple, a été correct, des résultats assez similaires à La Réunion. Je continue.
Donc, ils ont une grande variabilité dans leurs résultats liés à leurs essais, ce qui est souvent le cas hein, sur les résultats sur les plantes de service. On voit par exemple dans cet exemple d'essai en 2014 qu'il y a eu une croissance très rapide du Schilosanthes et du Voème, le Vigna unguiculata, alors que d'autres espèces ont été beaucoup plus moyens, notamment le Cajanus ou le poissabre blanc. Et dans un autre exemple d'essai, on voit des résultats un peu différents parce que, par exemple, on voit que cette fois, le poissabre, le Canavalia ensiformis, a été plutôt performant avec un développement assez rapide en violet. Et le Schilosanthes, pour le coup, il a été, c'est peut-être l'espèce qui est une des espèces les moins performantes, alors il était plutôt bien avant. Donc, ce qui montre la variabilité des essais. Là, c'est un troisième essai, je vais sauter, je suis désolé parce que je ne les maîtrise pas très bien. Alors, en termes d'intégration dans la culture de canne, on voit que donc, en Guadeloupe, les écartements sont un peu plus larges qu'à La Réunion, on est sur du 1,60 m à 1,80 m. Mais par contre, la période de semis est similaire, où ils visent entre une semaine à 1 mois et demi après plantation de la canne. Ils utilisent également différents semoirs pour semer les plantes de service. Donc, vous avez ici quelques exemples. Donc, des microtracteurs semoirs monograins, ou alors des semoirs qui permettent de semer plusieurs espèces à la fois, les semoirs multigrains. Alors, le rouleau Falca, je ne sais pas trop ce que c'est. C'est un outil généralement qui peut être des AB internes. Ok. Alors après, il voulait présenter une espèce par espèce un peu plus en détail. Donc là, en fait, je ne vais pas m'appesantir là-dessus parce que je ne maîtrise pas trop. Et peut-être que Martin pourra parler des différentes espèces qu'il a testées chez lui et qui marchent ou pas. Donc, mais ça, si vous voulez plus d'informations sur ces espèces en Guadeloupe, vous pourrez tout simplement contacter Freddy. Donc, il y a beaucoup de travaux sur la Crotalaire argentea, le Canavalia ensiformis, le Cajanus cajan et le Schilosanthes guyanensis. Donc, je vous invite à contacter Freddy pour avoir plus de détails. Et je vais laisser maintenant la parole à Martin, qui va également nous parler de la Guadeloupe. Bonjour à tous, tu t'es bien débrouillé Mathias. Martin Darche, je suis le responsable agricole de la distillerie de Bologne. Alors peut-être avant de commencer, vous présenterez brièvement la distillerie. La distillerie elle est située à Basse-Terre, donc on a 2 sites de production qui sont répartis de part et d'autre de la soufrière, avec des conditions pédoclimatiques qui sont très différentes. D'un côté, on a 2000 mm de précipitations annuelles. Ça, c'est du côté de Capesterre. Et à Basse-Terre, là où se trouve la distillerie, on est de l'ordre de 1500 mm de précipitation. On utilise différentes variétés de cannes, aussi bien sur le premier site que sur le deuxième site de production. Au total, on a 5 variétés de cannes réparties sur 150, enfin plantées sur 150 hectares de canne d'exploitation, avec des rendements qui oscillent entre 68 tonnes hectares et 110 tonnes hectares. Alors, slide suivante, Mathias. Et alors, la stratégie de Bologne dans la gestion de l'ornement, elle s'inscrit depuis 2017. On a commencé à réfléchir sur comment diminuer notre consommation de produits phyto, et notamment par l'utilisation de plantes de service, que sont les crotalaires et diverses autres qu'on a sélectionnées cette année. Slide suivante, Mathias. Alors, on a commencé, comme je vous le disais, en 2017 avec une première parcelle qu'on a passée en conversion à l'agriculture biologique, 7 hectares de notre SAU. Puis 2018, première implantation des plantes de service avec de la crotalaire en pur. Ça a été initié dans l'interrang de Cannes, sur une parcelle qui était en conversion. Puis une maîtrise un peu meilleure l'année suivante avec la mise en place de jachères améliorées, cette fois-ci avec du Canavalia et du crotalaire en mélange. Puis après, cette année, on s'inscrit dans une démarche environnementale un peu plus forte avec l'obtention d'un nouveau label. Et l'objectif d'ici 2023, c'est d'avoir 10% du domaine de l'exploitation en cannes certifiées bio, sachant que l'ensemble de nos cannes de notre production est dédié à la production de rhum pour la distillerie.
produit par la distillerie. Alors, le matériel qu'on utilise, on s'est doté en 2019 de 2 micro-tracteurs avec différents attelages, notamment, alors là, illustré en photo, on a un semoir monograine, dans lequel d'ailleurs qui porte mal son nom puisqu'on fait du mélange. Ça marche relativement bien sur des graines de même densité. Et on a sur la photo juste en dessous, on a un micro-tracteur sur lequel on a fait un gyrobroyeur qui nous a beaucoup servi la première année. Et depuis, on s'est doté d'un rotavator et d'un rotobêche qui nous permet de passer pendant 6 mois de l'année dans nos intervents de canne. Voilà. Le tracteur fait à peu près 1,10 m de large et les différents attelages, ça aussi entre 1 m, 1,10 m, ce qui nous a fait modifier nos distances de plantation. On était à 1,60 de distance et on est passé à 1,75 à 80 pour nos parcelles gérées en agriculture biologique. Ce qui nous permet de passer jusqu'à très tard dans l'année et justement d'avoir une gestion optimale de l'endemain. Slide suivante, Mathias. Alors, première utilisation des plantes de service. On utilise des plantes de service en jachère ou alors en interculture. C'est-à-dire qu'on va laisser, quand on replante à peu près tous les 7 ans. Et quand on va replanter, on laisse généralement une parcelle au repos. Enfin, c'est pas vraiment un repos, mais entre la période de récolte et la période de replantation, il se passe 5 mois. 5 mois sur lesquels on va couvrir notre sol, notamment avec alors là en photo, on a une jachère 100% crotalaire et on a déjà fait des essais en crotalaire, canavalia, en mélange. Et cette année, on va le faire là, faire un mélange un peu plus complexe avec 4 espèces différentes, du crotalaire, du Niger, de la moutarde et du radis. Sachant que ça a été essayé en petites parcelles d'essai. Là, cette année, on va lancer ça sur une grande jachère qui fait 4 hectares. Utilisation en interrang. Donc ça, comme je vous le disais, on a initié ça en 2018. Et depuis, on utilise cette pratique sur environ 10 hectares de canne chaque année. Et pour l'instant, on n'est pas suffisamment rodé, donc on utilise ça on a opté pour un recouvrement avec juste de la crotalaire, dont on connaît bien le cycle de croissance. Et on ne s'est pas encore lancé, on aimerait bien, mais on ne s'est pas encore lancé dans du mélange pour la gestion de l'endemain en interrang. Distance de plantation, on est à 1,75 pour cette parcelle-ci. Et ce qui engendre, l'utilisation de plantes de service engendre 3 passages par an avec un micro-tracteur. Donc un passage de rotavator où là on va ameublir le sol. Ça se passe, c'est une opération qui a lieu 1 mois et demi après la récolte. Puis dans la foulée, dans la même semaine, on va semer. Et enfin, on a un coup de gyrobroyeur généralement 4 mois après plantation. Voici en photo notre parcelle expérimentale qui fait un peu plus d'1 hectare, qui est irriguée. On peut apercevoir des mâts d'aspersion. Donc c'est une parcelle qui fait l'objet d'un stage qui est en cours. Donc les résultats sont pas encore posés par écrit, mais on a déjà des prémices de ce qui a bien marché. Donc on a morcelé cette parcelle en plusieurs parcelles élémentaires et on a essayé différents mélanges. Et notamment un mélange qui fonctionne très bien, qui va être utilisé justement sur notre parcelle, sur notre jachère. C'est le mélange dont on parlait un peu plus haut, avec du crotalaire, du Niger et moutarde et radis. Celui-là nous donne des bons résultats, c'est de l'ordre de 70% de recouvrement, ce qui nous permet ce qui nous évite un passage manuel de désherbage manuel.
Donc les espèces qu'on a testées sont le Niger, le radis, la moutarde brune, la crotalaire, le canavalia. Je crois que j'en oublie pas. Et si, le haricot. Voilà, notre grosse difficulté ici, c'est l'approvisionnement, comme ce qui a été dit un peu plus tôt, un peu comme à La Réunion, ce qui a été dit par Julien. On a des difficultés pour trouver les semences et pour rester dans des ordres de prix raisonnables. Alors là, c'est quelques résultats sur cette slide-ci, c'est quelques critères qu'on a retenus pour mesurer la pertinence du recouvrement. Donc, il y avait le pourcentage de recouvrement, la vitesse de germination, la diversité des adventices présentes et bien sûr le temps de travail et le coût. Pour l'instant, c'est une pratique qui reste, un itinéraire agricole qui reste quand même très coûteux. Et on s'est amélioré depuis 2018. On a réussi à diminuer les coûts, mais on reste dans des coûts assez importants. Et ici, vous avez en photo un mélange de crotalaire, Niger, qui a bien fonctionné, mais qui malheureusement se fait attaquer. Là, on est à 2 mois après semis. Et on est au stade où le recouvrement était de l'ordre de 80%. Au-delà, la plante, le crotalaire commence à dépérir et surtout se fait attaquer par des chenilles. Et ce que je n'ai pas précisé, mais oui, on est en parcelle irriguée, donc on est en saison sèche, parcelle irriguée. Voilà. Alors, nos difficultés, comme je le disais, c'est approvisionnement et le coût des semences. On fait venir la plupart des semences par avion. Et alors, pour le canavalia et le crotalaire, on est nos propres producteurs de semences. Et c'est aussi étrange que ça puisse paraître, on arrive à être assez compétitif en production en étant nos propres producteurs. Deuxième difficulté, multiplication des interventions. Alors c'est un des désavantages, si je le dois comparer aux produits phyto, c'est qu'on a multiplié nos interventions par 3, par 4 sur certaines parcelles, parce que la préparation, on a des sols qui sont assez compacts, donc on doit préparer le sol avant le semis, plus il y a le semis et enfin la destruction. Troisième difficulté, c'est le contrôle de la montée des graines. Pour l'instant, on n'est pas encore, on n'a pas une pleine connaissance de la période de germination de nos plantes utilisées. Donc, il faut être en permanence vigilant pour détruire le couvert avant germination. Et enfin, gestion des beaux agresseurs. Donc, je vous le disais, on a des attaques régulières de chenilles et de fourrures. Ça, c'est sur nos cannes. Mais je me demande si on n'est pas en train de créer un habitat pour le borin. En plantant en installant ces plantes de service et ce couvert assez dense. Voilà. Et bien, merci beaucoup. Donc, merci à vous 4. Maintenant, je vais passer la parole à Jean-Marc qui a recueilli des questions. Jean-Marc. Bonjour à tous. Donc, on a plusieurs lots de questions. Donc, je vais commencer déjà par la demande des consommateurs en bio. Donc, Mathias, tu nous as précisé qu'il y avait une demande croissante des consommateurs. On aimerait savoir si elle concerne plus le sucre ou le rhum. Martin nous a dit que côté Bologne, c'était plus la production de rhum. Est-ce que vous avez des données sur cette demande ou pas, Réunion ou ailleurs? Et quelles sont les ambitions de la Réunion, par contre, sur cette production en bio, si vous savez ou pas? Vu que j'ai été désigné dans la question, alors je pourrais pas trop, en toute honnêteté là, je sais pas. Je pense que la demande est plutôt sur le sucre bio que sur le rhum bio. En tout cas, la Réunion, pour la Réunion, il n'y a pas de velléité de faire du rhum bio pour l'instant, mais on n'est pas très avancé dans le rhum. Après, est-ce qu'il y a des projets à la Réunion en termes de surface de bio? À Ayakan, on a un essai en
en bio, mais c'est un essai où l'objectif est plus de pouvoir déterminer les coûts liés au désherbage. Mais c'est des désherbages classiques, type fauchage dans l'interrang mécanique, donc, et de l'arrachage manuel. Donc on a plus un essai bio, mais avec des techniques, on va dire, classiques qu'on a actuellement. Et le but de cet essai-là, c'est vraiment de chiffrer le coût supplémentaire du désherbage, mais pas des essais à proprement parler bio en grandeur nature. Un seul essai bio à ma connaissance, et il y a la Chambre d'agriculture de La Réunion qui met en place en ce moment des essais en bio chez des planteurs, mais je n'ai pas vent de ce qui se fait ou des résultats. C'est tout récent. Tout récent, ouais. Ok, merci. Alors justement, tu as parlé de coûts. Donc j'aimerais savoir, enfin, ou les auditeurs aimeraient savoir s'il existe déjà des fiches techniques sur les itinéraires techniques à adopter, et s'il y a un calcul des coûts qui a été fait, ou si c'est encore en cours d'évaluation. Alors en fait, dans le cadre du projet, en fait, cette année, on a pu travailler sur un outil par le biais d'un stagiaire, un outil qui permet d'évaluer et de comparer technico-économiquement nos divers systèmes et les comparer avec un système chimique classique. Donc pour le moment, non, on n'a pas les coûts, mais ça sera fait à l'avenir, vu que l'outil existe maintenant, donc ça sera fait dans les prochaines années. Et d'ailleurs, l'outil peut être trouvé sur le site du RITA, qui s'appelle OTCAS. Et il peut être utilisé, je pense même en Guadeloupe d'ailleurs. Je ne sais pas, parce que je sais pas si en Guadeloupe, parce que les paramétrages du revenu de la canne, je crois qu'ils ne croient pas à La Réunion. Donc peut-être pas utilisable autre que La Réunion. Il faudrait que je demande à Lizzie. D'accord, merci. Julien, je crois que tu vas garder la parole, parce que Freddy ne peut pas répondre non plus de son côté. Donc plusieurs questions sur les itinéraires techniques. Est-ce que quelqu'un a observé, mesuré la compétition qui pouvait exister entre la canne à sucre et les plantes de service? Deuxième question, alors peut-être pour Martin juste après, mais qu'est-ce qui vous amène à prendre la décision d'arrêter l'exploitation d'une parcelle et de la mettre en jachère? Et de troisième ordre là-dessus, l'approvisionnement en semences. Martin, tu as dit que vous produisiez vos semences au moins de Canavalia, si je me trompe. En local, est-ce que chacun peut espérer pouvoir le faire? Quid des petits planteurs éventuels, et quelles sont les perspectives de mise en place d'une filière éventuelle de production de semences? Donc, Julien, peut-être en premier, puis après Martin. Okay. Donc, dans un premier temps, pour répondre à la question sur le rendement, donc sur nos essais, on va jusqu'au rendement. On mesure et on compare le rendement entre les modalités avec plan de service et le témoin. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'on n'a pas de différence significative en termes statistiques, mais on a des tendances à la baisse pour les modalités avec les plans de service. Et peut-être que je laisserai Mathias compléter, car il y a une synthèse qui est menée en ce moment par le CIRAD et qui essaie justement de déterminer ce lien ou cet impact de la plante de service sur le rendement. Oui, alors rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'en fait, c'est vraiment des résultats qui sont en cours. Donc pour l'instant, on ne communique pas encore beaucoup là-dessus, mais on évalue dans un essai de référence la compétition entre une légumineuse qui est le pois sabre blanc et la canne. On regarde la compétition pour l'eau. Donc a priori, quand ce n'est pas irrigué, il y aurait une compétition pour l'eau, mais pas avec un impact vraiment, pas sans impact sur le rendement, mais il y a bien une diminution des stocks en eau. On regarde aussi la compétition pour l'engrais. Quand on met de l'engrais, on peut... là, en fait, la quantité d'urée, par exemple, prélevée par la légumineuse est très faible. Donc, ça n'a pas d'impact sur l'efficience d'utilisation de l'urée de la canne. Et on regarde aussi un peu la compétition pour la lumière. Mais là, comme de toute façon, on sème la plante de service un peu plus tard, la compétition pour la lumière, c'est plutôt la canne sur la plante de service. Donc, on est sur des résultats préliminaires, mais on n'a pas encore d'explication très claire de pourquoi et quand exactement on aura un impact sur le rendement. Donc, j'en dirai pas plus.
Du coup, j'enchaîne avec les autres questions, c'est ça? Et après, on laisse. Ouais. La deuxième fois, c'était sur le cycle, le choix de la replantation, c'est ça? Donc, moi, je ne suis pas planteur, je suis expérimentateur, mais je sais, je me doute bien que les planteurs, ils décident de replanter quand le rendement de la canne chute. Donc, c'est pour renouveler les souches et réaugmenter les rendements. Et bah, c'est lors de cette période de replantation que nous, on profite à Yakan pour mettre en place ce type d'essai-là chez les planteurs. Je pense que Martin, qui est lui plus le côté exploitant, pourra en dire davantage sur ce choix et ce qui motive la replantation. Et la troisième question, c'était sur l'approvisionnement de semences. Donc ici à La Réunion, donc on a, comme Martin le disait, nous aussi on produit nous-mêmes notre propre poids de sabre, car on n'a pas de fournisseurs locaux qui fait du Canavalia. Et les années antérieures, on avait un fournisseur qui était à La Réunion et qui faisait justement ce lien et qui nous permettait de nous approvisionner en semences. Mais il s'est arrêté cette année parce que le marché n'était pas et le business n'était pas rémunérateur. Du coup, on se retrouve sans fournisseur et on est obligé de commander en métropole ou en Europe. Voilà. On est un peu dans l'embarras aussi. Ça nous freine un peu maintenant au transfert de cette méthode. Conseiller ou continuer des essais sur les plans de service, mais en n'ayant pas de fournisseur local, c'est compliqué. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions, s'il y en avait d'autres. Non, Martin, si tu veux bien enchaîner un petit peu sur Ouais, les décisions de mise en jachère et sur la production de semences. Et ben alors pourquoi nous on opte pour une parcelle, pour la mise en jachère d'une parcelle? Et ben c'est juste, c'est lié au rendement, directement au rendement. On constate après, alors c'est extrêmement variable d'un site à l'autre. On a deux types de récoltes, machine ou manuelle. Donc en manuel, les parcelles sont moins dégradées et durent plus longtemps. Mais généralement, voilà, c'est au bout de 7 ans. Au bout de 7 ans, il faut renouveler, il faut replanter. Et alors, je trouvais que, enfin, c'est vraiment expérimental. Je ne sais pas encore les bénéfices de ces jachères qui sont des jachères finalement assez courtes, de 1 an. Mais chaque année, on fait des analyses de sol sur à peu près 10% du domaine et on constate quand même une diminution de la matière organique, du pourcentage, du taux de matière organique. Et c'était dans cette logique-là je peux pas le faire sur toutes les parcelles. 4 hectares, c'est quand même important pour une parcelle qui ne peut pas produire pendant 1 an. Mais voilà, c'était cette parcelle-ci et particulièrement enfin voilà, on constate que au cours des 10 dernières années, pardon, au cours des 10 dernières années, on est passé de 4% de matière organique à 2%, et c'était dans cette logique de redonner de la matière organique. Donc une jachère, on va fertiliser, on amène beaucoup de compost et de l'engrais organique. Donc on ne fait pas rien plus l'installation d'un couvert. Et alors peut-être pour répondre sur la question sur l'appro des semences, nous on a une entreprise qui est bien équipée et qui approvisionne surtout la filière banane en plantes de service. Donc ils ont une dizaine de variétés qui sont spécifiques à la banane et qui ne conviennent pas forcément aux cannes. Et donc on n'a pas aucun problème d'approvisionnement sur la crotalaire, mais pour ce qui est Canavalia, impossible d'en trouver. Et le reste, c'est, je pense notamment aux vignerds qu'on a voulu essayer, c'est des prix qui sont un peu délirants. Donc voilà, on a dû faire aussi, enfin, le choix des plans de service qui a été fait, c'est aussi basé sur le D'accord, merci Martin. Alors après, j'ai quelques questions assez, enfin très précises, je dirais, sur les itinéraires culturaux encore. À quel moment
par rapport au labour où vous semez les plantes de service quand vous faites une nouvelle plantation. Quel est l'intérêt de passer le rouleau FAC pour ralentir ou détruire la crotalaire? La meilleure saison pour l'implantation de la crotalaire? Martin en premier? Oui, alors je ne sais pas si la question est posée pour... Bah, tu parles pour la Guadeloupe. Parle pour les Antilles. Bon, pour la Guadeloupe, la récolte a lieu, c'est inversé par rapport à la Réunion, donc on récolte de février à juillet. Et c'est à peu près cette période-là qu'on va installer les plantes de service. Nous à Bologne, on commence à semer les plantes de service à partir du mois d'avril, et les dernières parcelles détruites, enfin les destructions du couvert, c'est en septembre, en période cyclonique. Et qu'est-ce que je peux apporter d'autre comme précision? Je me souviens plus de la question. Mais... Alors, donc ça, ok. L'intérêt du rouleau FAC. Alors, ah oui, oui. Le rouleau FAC, nous, on n'en a pas, mais effectivement, Freddy aurait su répondre. On n'en a pas, donc on utilise un gyrobroyeur pour détruire le couvert, mais c'est pas optimal parce que le couvert, enfin, l'idée d'un rouleau FACA, c'est de tuer la plante en la couchant, et on maintient un paillis assez important sur le sol. Tandis que nous, notre technique, j'en suis bien conscient, mais c'est du matériel qu'on n'a pas. On va gyrobroyer, donc c'est-à-dire qu'on va hacher très finement la plante de service, et ce qui fait un paillis qui va se dégrader beaucoup plus rapidement et qui ne couvre pas de façon optimale le sol, du moins sur une période plus courte, quoi. Julien, tu voudrais rajouter quelque chose là-dessus ou... Alors, nous, à La Réunion, la période de récolte, donc c'est de juillet à décembre. Et le semis de plantes de service, quand c'est en intercalaire, donc en interrant de la canne, c'est sur cette période-là, et c'est généralement à 1 mois et demi après la récolte ou 1 mois après le prélevé. Et dans les essais où on a le couvert entre 2 cycles de canne, la période la plus propice qu'on a vue pour la crotalaire, donc c'est en été, donc c'est vers octobre à mars. Octobre à mars, où la plante va se développer le plus rapidement et couvrir le plus rapidement le sol. L'autre question, c'était sur... Oui. Le rouleau FACA. Nous, on n'en a pas de rouleau FACA. On va faire l'acquisition, donc je ne sais pas quand, dans les années à venir. Et on vous dira plus à ce moment-là. D'accord, merci. On n'a pas, avec les espèces sur lesquelles on travaille, donc le pois de sabre et le voème, on n'a pas de souci de destruction de récolte, parce que ce sont des espèces qui disparaissent à la fermeture de la canne. Donc à la fermeture de la canne, la plante va être à l'ombre, et elle va mourir de manière naturelle. Peut-être une toute petite limitation sur la crotalaire gensea à La Réunion. Oui. On a beaucoup d'attaques. Je ne pourrais pas dire exactement par quoi, mais on a très souvent la crotalaire ne marche pas parce qu'elle est attaquée. Donc c'est juste pour dire que c'est peut-être pas la plante miracle pour La Réunion. D'accord. Mathias, donc en lien avec ce que tu viens de dire, les bioagresseurs ont été évoqués, enfin des attaques de bioagresseurs ont été évoquées sur certaines plantes de service, et est-ce qu'il y a un préjudice à la canne à sucre? Et dans ce cas-là, est-ce que quelque part vous envisagez des techniques de push-pull pour justement limiter l'infestation de ravageurs dans les plantations? Dans les cocanes, il n'y avait pas eu de... Alors, alors je suis désolé, je ne vais pas vraiment pouvoir facilement répondre à cette question parce que je ne suis pas entomologiste. Je ne suis vraiment pas spécialiste pour le coup de ça. Mais par contre, le seul exemple qui me vient en tête en termes de push-pull, c'est pour le borer, par exemple, où on utilise l'Erianthus en bordure de parcelle, parmi une ligne d'Erianthus, qui va permettre d'attirer les boreurs, et ça limite l'attaque sur la canne. Mais en général, on ne dit pas que c'est une plante de service parce que c'est pas, en fait, c'est très similaire à la canne et on ne la met pas dans la culture. Mais à part celle-là, je ne connais pas d'autres exemples où ça aurait attiré des bioagresseurs qui auraient nuit à la canne, en tout cas pas à La Réunion.
D'accord, merci. Mathias, puisque tu as la parole, tu as parlé au début de 46 espèces en collection et 88 accessions. Quelle est la proportion de plantes endémiques ou de plantes introduites là-dedans? Est-ce que vous cherchez à valoriser la biodiversité locale et à caractériser des plantes locales pour leur utilisation comme PDS? Alors, l'objectif, ce serait clairement d'aller vers des espèces locales. La collection, quand elle a été construite initialement par un chercheur chez nous qui s'appelait André Chaban, il a visé large, du coup, il a rassemblé à la fois des espèces locales, les légumes longtemps qu'on appelle, et il a introduit il a fait venir un certain nombre d'espèces pour avoir un peu plus de diversité. Je pense qu'aujourd'hui, on est peut-être sur un quart de local et 3/4 d'espèces introduites à peu près. Et pour l'instant, les espèces sur lesquelles on travaille, qu'on retient en candidat et sur lesquelles on travaille avec Ercan, on est plutôt sur des espèces introduites. Ouais. Après, il y a le pois de sable qui fait quand même partie de la collection. Des légumes longtemps. Des légumes longtemps, ouais. Pois de sable et voème. Peut-être pas la variété de voème qu'on utilise nous, mais le voème en général et le pois de sable font partie des légumes longtemps. Ou des légumes endémiques, ou des espèces endémiques de la Réunion. Alors, je regarde les questions au fur et à mesure, parce qu'il y en arrive beaucoup sur le standard, et donc du coup, moi, je les pose de façon un petit peu décousue maintenant. Alors, une autre question sur la gestion des plantes de service, mais en plantation installée. Donc, vous pouvez utiliser des plantes de service annuelles ou pérennes. Et donc, comment vous gérez ça? Est-ce que les plantes annuelles se ressèment d'une année sur l'autre et finalement, il n'y a pas vraiment d'intervention à faire? Comment vous maîtrisez les plantes pérennes d'une année sur l'autre? Martin, tu as des éléments de réponse ou c'est trop tôt? Dans ton micro, Martin. Ouais, ouais. Plante pérenne, plante annuelle. Alors nous, on ressème chaque année. On a essayé de favoriser des plantes qui sont présentes dans la banque de graines du sol, donc notamment tout ce qui est amarante, les cloèmes. Mais pour l'instant, on est vraiment au stade d'observation. On ne sait pas encore comment les multiplier ou comment favoriser leur développement par nos pratiques. Donc c'est du semis. On sème en permanence. Voilà, enfin, chaque année, on sème dans les rangs. Je ne sais pas si je réponds clairement à la question. Côté Ercan, peut-être, est-ce que vous avez des éléments? Est-ce que dans vos essais, forcément, j'imagine, vous cherchez à améliorer la gestion des plantes, des plantes de service? Oui, ben on se concentre sur les espèces annuelles, justement. L'idée, c'est d'avoir des espèces qui disparaissent à la fermeture de la canne et qui n'entravent pas la récolte, parce que la majorité de la récolte à La Réunion se font manuellement. Donc c'est sûr, si on a une plante type Crotalea qui disparaît pas et qui pourrait entraver la récolte, quoi. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler sur des plantes annuelles qui disparaissent à la fermeture de la canne. Et on a très peu de... Je pense que je vais mettre en place un essai à Piton-Saleux. On a de l'uséane qui est pérenne, si je ne me trompe pas. Mais là encore, j'ai pas de données là-dessus. On n'a pas ce souci-là de gestion de la plante de service pour les pérennes, du moins. On ressème en fait chaque année. Alors, on va repasser peut-être à la thématique du bio ou de la filière HVE. Est-ce que le passage en bio vous a amené à changer éventuellement les variétés de canne? Est-ce que je suis perdu là. Est-ce qu'il y a eu des contraintes techniques autres qui ont été soulevées? Et on nous signale aussi sur le bio que bon, il y a une demande en sucre bio qui au niveau national est croissante et que ça a l'air de se reporter sur la production de betteraves bio. Donc j'imagine que ça va faire de la concurrence potentiellement aux producteurs de canne pour le sucre. Martin, peut-être pour les itinéraires techniques et par rapport au coût des pratiques de PDS, hein, tu as dit que le coût était relativement important. Et est-ce que dans cette optique de vendre du rhum bio, le coût sera compensé?
Alors nous, on arrive effectivement à... On crée, enfin, on produit un produit une production à valeur ajoutée importante, donc on s'y retrouve. Après, si c'est à des fins sucrières, je ne pencherai pas sur la question, mais pour répondre à la question sur le passage en bio, oui, on a dû changer de variété. Ça fait partie de la réglementation du bio, enfin du cahier des charges du bio. On a implanté une variété qu'on ne connaissait pas dans notre exploitation. Et oui, alors là, peut-être une mise en garde sur... On a choisi une variété qui est très droite, dont le port est très droit, et on a augmenté les distances de plantation. Donc, en termes de gestion de l'enlèvement, c'était peut-être pas la meilleure stratégie, puisqu'on augmente en augmentant la distance de plantation, on augmente la surface de l'interrang et notamment la luminosité qui arrive au sol. Donc la première année a été difficile, a été très difficile, et cette année, l'année dernière, la récolte de 2020 et la récolte de 2021 se sont très bien passées. On a des résultats qui sont, en termes de rendement, qui sont très bons. Cette année, on est à des résultats qui sont même au-delà de ce qu'on avait quand on était en conventionnel sur cette parcelle-là. Alors, je pense que c'est dû à la fois à la pratique et à la variété qu'on a utilisée, qui est un peu plus lourde et qui fait des meilleurs rendements. Merci. Julien, est-ce que tu aurais des éléments par rapport aux itinéraires techniques à rajouter ou pas? Des itinéraires techniques en bio, pas vraiment, parce que comme je vous l'avais dit, on n'a qu'un seul essai à Ayakane. Mais dans mes essais, j'avais présenté, on est sur des combinaisons de leviers pour maîtriser l'enherbement. Et le premier levier qu'on utilise, c'est la variété. Donc l'idée, c'est d'avoir la variété qui est la plus performante dans sa zone de production. Et aussi avoir une variété à forte biomasse, donc qui va lever rapidement et couvrir le sol rapidement. Donc, dans le choix des itinéraires techniques, donc l'aspect primaire, c'est vraiment le choix de la variété, quoi. Non seulement pour le rendement, mais aussi pour la maîtrise d'enherbement. Ok, je vous remercie. On va arriver à la fin, donc on va arrêter les questions. Je vais reprendre dans le chat pour voir s'il y a des questions qui sont restées en suspens. Éventuellement, on fera une réponse écrite qui sera intégrée dans le diaporama final. Sophie, s'il te plaît. Donc, merci Jean-Marc. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire. Donc, merci à nos intervenants et puis à tous les participants pour la richesse des questions qui ont été posées. Et comme l'a dit Jean-Marc, on va essayer de faire en sorte de pouvoir répondre aux quelques questions qu'on n'aura pas eu le temps de traiter. Donc, il me reste trois petites choses à vous dire. Donc, l'enregistrement de ce webinaire sera disponible sous peu sur la chaîne YouTube d'Erita, qui s'appelle l'Erita dans les DOM. Donc, si vous aviez reçu l'information pour vous connecter à ce webinaire, vous recevrez automatiquement le lien que vous pourrez diffuser. Le prochain webinaire maintenant aura lieu le mercredi 15 septembre, toujours à 13h30 heure de métropole. Et là, on abordera une présentation de ferme pilote de démonstration aux Antilles pour accompagner la transition agroécologique. Donc, on change un tout petit peu de domaine. Vous recevrez prochainement aussi l'information pour pouvoir vous inscrire. Et on vous invite évidemment à suivre l'actualité d'Erita sur le site coatis.rita-dom.fr. Il nous reste juste à vous souhaiter de passer un très bel été. Merci à tous et à toutes et à bientôt.